Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouverture des travaux de la revue globale des portefeuilles actifs des projets d'investissement public. Cette cérémonie présidée par le Premier ministre a pour objectif de fournir des bases de données fiables aux parties prenantes. Les échos de ce journal. Au Fonds social de la police, la charge des agents est au cœur des priorités. Le directeur général multiplie les renvois avec les responsables des structures sanitaires du pays après avoir mis à la disposition des cartes de santé de police. À Farana, le projet souhaite lancer une campagne d'utilisation pour parvenir à un changement comportemental. Il porte sur l'œuvre de plusieurs activités, notamment les forats communautaires dans les préfectures d'Indion du projet. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous à l'occasion de la cérémonie d'investiture du 5e République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République est rendu à Dakar. Là-bas, le chef de l'État guinéen a lancé une offensive diplomatique en s'entretenant avec les présidents de la Sierra Leone, de la Gambie et de la Mauritanie. Compte rendu d'audience avec Omar Barry. En marge de la prestation de serment du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a mené ce mardi 2 mars 2024 une série de rencontres diplomatiques stratégiques avec ses homologues africains. Dès après la cérémonie, le président Mamadi Doumbouya a eu un tête-à-tête au centre des expositions du CICAD de Diamniadio avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Les échanges ont été empreints de courtoisie, mettant en lumière les liens historiques solides entre la Guinée et la Mauritanie. Le président général Mamadi Doumbouya a félicité son homologue mauritanien pour sa désignation à la présidence de l'Union africaine, soulignant l'importance stratégique de ce rôle. Ils ont discuté des enjeux de la transition en Guinée, des politiques audacieuses entreprises pour rectifier les erreurs du passé. Le président Mohamed Ould Ghazouani a pour sa part transmis les salutations du peuple mauritanien aux autorités guinéennes et au peuple de Guinée. Enfin, sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à consolider les relations d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays. Enfin, le chef de l'État guinéen a rencontré le président gambien Adama Barrow, renforçant ainsi les liens d'amitié entre les deux pays et abordant des sujets d'intérêt commun ainsi que les enjeux diplomatiques majeurs du moment. En plus des audiences, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a eu des échanges avec plusieurs de ses homologues de la sous-région, notamment avec le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, sur les enjeux géopolitiques de gouvernance. Le président de la République a reçu quelques homologues, notamment les présidents de la Sierra Leone, de la Gambie et surtout le président de l'Union africaine, le président de la Mauritanie, son Excellence le président Ghazouani. Et ils ont parlé des relations bilatérales, des relations sous-régionales et des relations régionales. Ensuite, ils ont conclu par des échanges sur l'environnement international. Maintenant, ils ont parlé aussi de la coopération bilatérale, puisque tous ces pays ont une coopération dynamique avec la République de Guinée. Et la participation du chef de l'État à cette cérémonie d'investiture a montré que ce qui se passe en Guinée est suivi par les peuples africains, surtout les peuples de la sous-région. Je voudrais m'en réjouir et féliciter le chef de l'État. Cette offensive diplomatique témoigne de la vision et du leadership visionnaire du président Mamadi Doumbouya, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la Guinée sur la scène internationale en général et sur le continent africain en particulier. Les efforts du chef de l'État dans ce sens visent à consolider les relations bilatérales et à promouvoir la coopération régionale dans l'intérêt des peuples africains. Je vous le disais dans nos précédentes éditions, dès après la cérémonie d'investiture du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État guinéen, général Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry. Sa présence à cette cérémonie dénote sa volonté à entretenir le bon voisinage avec ce pays frère à la Guinée. Fatoumata Kourouma, reportage. Dans la matinée de ce mardi 2 avril 2024,
le général Mamadi Doumbouya a pris son envol pour Dakar, où il a été invité à prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Sénégal. Le président général Mamadi Doumbouya est revenu dans la soirée du même jour, après avoir participé à cette cérémonie marquant la prise de fonction effective de Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans à la tête de la République du Sénégal, succédant ainsi au président Macky Sall pour 5 années de mandat. C'est aux environs de 17 heures que l'avion transportant le président général Mamadi Doumbouya s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Tout comme au départ, il a participé au cérémonial d'accueil organisé en son honneur. Ensuite, le président de la République de Guinée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a rejoint le pavillon présidentiel avant de se diriger vers le palais Mohamed V. A rappelé que dès l'annonce de la victoire du candidat PASTEF, le général Mamadi Doumbouya fut l'un des premiers chefs d'État de la sous-région à adresser ses chaleureuses félicitations à son homologue sénégalais. Il a salué la maturité et le sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais pour avoir porté leur choix sur la jeunesse. En assistant à cette investiture, le président Mamadi Doumbouya affiche son soutien au nouveau président élu du Sénégal et sa volonté de renforcer les relations de bon voisinage entre les deux pays.
Ce mercredi, le Premier ministre a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue globale des portefeuilles actifs des projets d'investissement public. L'événement s'est déroulé en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des partenaires au développement. L'idée est de fournir aux parties prenantes une base de données actualisée décrivant la situation de chaque portefeuille. Adi Kamara, reportage. C'est une revue globale des projets actifs et programmes de développement de la Guinée, financés par la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement et la Banque pour le développement économique en Afrique. Cette cérémonie d'ouverture est présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, en présence du ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara. Cette revue permet de construire le meilleur environnement possible pour garantir le développement. La présente revue vise à améliorer la capacité d'absorption des ressources de notre pays. De manière spécifiquement, il s'agit de faire l'état des lieux des portefeuilles actifs des 10 bailleurs, de procéder à la restitution des résultats des travaux issus de l'évaluation finale des contrats de performance, des unités de gestion des projets, d'identifier les goulots d'étranglement que rencontrent les projets et programmes et proposer les mesures idoines en vue d'améliorer leur mise en œuvre. Les partenaires techniques et financiers contribuent au rayonnement économique de notre pays à travers le financement des projets de développement initiés par des techniciens des différents départements. La Banque mondiale continue de poursuivre les projets actifs de son portefeuille pour soutenir la Guinée dans sa dynamique de développement. Nous pouvons compter à date 1,2 milliard d'engagements sur 19 projets et 66% ne sont pas encore décaissés. Ce faisant, cela est lié à des difficultés d'ordre opérationnel et institutionnel. La Guinée a obtenu du groupe de la BID entre 2020 et 2023 un cumul d'environ 500 millions de dollars américains, représentant près de 30% des approbations accordées à la Guinée depuis 1976. Les missions fondamentales de la Banque islamique de développement portent principalement sur des actions d'appui au développement de ces pays membres et portent entre autres sur la construction des partenariats PPP entre gouvernement, secteur privé et société civile, faire focus sur la science, la technologie et les solutions axées sur l'innovation aux plus grands défis de développement du monde. L'objectif principal est l'impact des opérations qu'elle finance sur les conditions de vie des populations. Ce qui ne pourrait se matérialiser que lorsque les projets et programmes sont mis en œuvre dans les délais, les budgets convenus et suivant les qualités requises en la matière. Le portefeuille actif de la banque en Guinée comporte 31 opérations avec des engagements nets de 676 millions de dollars. Il comporte 29 opérations du secteur public, 2 opérations du secteur privé et couvre 8 secteurs. Le Premier ministre chef du gouvernement a tout d'abord remercié l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour les efforts consentis dans le cadre de la mobilisation des ressources en faveur des projets et programmes avant d'inviter tous les acteurs à retrousser les manches pour l'atteinte de nos objectifs. Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et à mon nom propre remercier nos partenaires au développement pour leur engagement soutenu au processus de développement socio-économique de notre pays. Je voudrais ensuite saluer vos efforts consentis dans le cadre de la mobilisation des ressources en faveur des projets et programmes initiés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement et qui font l'objet de la présente revue. Je saisis l'occasion pour vous inviter et inviter l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des projets à redoubler d'efforts pour lever le goulot d'étranglement afin d'améliorer la capacité d'absorption de notre pays. Il s'agira essentiellement
de respecter les procédures de passation des marchés et de l'obtention des avis de non-objection à travers une planification rigoureuse du processus et un suivi afin de minimiser les retards d'exécution des projets et programmes de développement. Le non-respect de ces procédures ne peut être érigé en règle et la raison d'être des unités de gestion est de répondre avec efficience aux défis de mise en œuvre des projets et programmes de développement ainsi que la capacité d'absorption du pays. On a des financements, on a des programmes, on a des projets, on a des besoins extrêmement importants. La population attend, il y a des besoins, il y a des actions à mettre en œuvre pour que nos populations voient exactement notre engagement à répondre aux défis. Et ça, on ne peut pas se permettre d'avoir des fonds qui sont disponibles et par des lenteurs qui ne sont pas du tout justifiables, que nos populations désespèrent et attendent que les autorités puissent être en capacité de répondre à des attentes. La rencontre va durer 3 jours et les thématiques débattues par les techniciens au cours de ces travaux vont permettre d'élaborer un plan d'action susceptible d'évaluer et d'améliorer le niveau d'exécution des projets et programmes. En prélude à l'organisation du processus de programmation des dépenses d'investissement public pour le compte de l'exercice 2025-2027, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction nationale des investissements publics et du système intégré de gestion, initie une rencontre avec les directeurs des bureaux de stratégie BSD pour outiller les acteurs de la chaîne des dépenses sur l'utilisation de la plateforme SIGPIP, entendez système intégré de gestion des investissements publics. Mamadi Gassama, Amadou Touré. C'est une rencontre d'échange entre la Direction nationale des investissements publics et du système intégré de gestion et ses représentants des bureaux de stratégie et de développement BSD. Elle s'inscrit en prélude de l'organisation du processus de programmation des dépenses d'investissement public au compte de l'exercice 2025-2027. Cet exercice d'échange va permettre au BSD d'être mieux outillé sur l'utilisation de la plateforme SIGPIP. Comme vous le savez, le processus de programmation des investissements est un processus dématérialisé. Tous les acteurs intervenants, ça se fait au niveau d'un outil digital qui permet à tous les acteurs, chacun à ce qui le concerne, de jouer son rôle. Cette rencontre de cadrage a aussi servi aux différentes parties prenantes de tirer les leçons de l'exercice précédent, mais aussi et surtout de se focaliser sur les contraintes des futurs échéances. C'est indispensable parce que c'est tout un processus, c'est enchaîné avec le débat d'orientation budgétaire qui va venir. Donc tout ce qui concerne les projets, il faut que ce soit inscrit sur cette plateforme qui permet aux autorités et au niveau des directions d'investissement public de voir tout ce que les investissements prévoient de faire les différents sectoriels. Parce que celui qui maîtrise les investissements, maîtrise le développement de son pays, il maîtrise également les dépenses publiques. Donc cette initiative qui permet aux différents acteurs du processus de monter des bons projets, de faire de telle sorte que l'inscription ne va pas poser de problème, d'échanger pour éliminer les difficultés éventuelles qui peuvent se poser au cours des inscriptions de projets, c'est vraiment avantageux en temps et en renforcement de capacité sur place des différents acteurs. Selon de nombreux spécialistes, la préparation d'une bonne dépense publique d'investissement est nécessaire pour la qualité des projets et programmes d'investissement. Dans l'actualité, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré son homologue du ministère de la Justice. Il était allé plaider en faveur des jeunes en conflit avec la loi. Il compte leur offrir un cadre favorisant leur insertion socio-économique. Avant toute décision judiciaire, les parties mènent ensemble des réflexions pour trouver des solutions idoines. Moussa Komara. Les jeunes, une couche très importante pour la société. Mais en Guinée, la plupart croupissent dans les maisons carcérales, surtout les mineurs. Une question inquiétante pour le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports qui rêve de changer de paradigme. Avec le garde des Sceaux, Bogola Abba plaide pour leur libération pour qu'ils puissent être utiles
à la société. D'autres jeunes sont libres. Nous avons développé plusieurs programmes pour eux en termes de volontariat, en termes d'insertion sociale, en termes de développement du sport, de pratique du sport, mais aussi évidemment en termes d'éducation. Mais ceux qui ne sont pas libres, nous ne les avons pas en main. Donc nous sommes venus donc plaider auprès du ministre de la Justice et de son équipe pour voir qu'est-ce qui peut être fait en termes d'allègement de procédures, en termes de prévention, qu'est-ce que nous pouvons faire, mais aussi ceux qui sont condamnés, comment évidemment on peut aménager leur peine. Cette belle initiative est encouragée par le garde des Sceaux, qui lui-même a constaté des vues sur le surpeuplement des jeunes dans les maisons de correction. Nous allons nous y employer pour trouver, en plus des prévisions du Code de procédure pénale, des mesures alternatives pour éviter, tant que faire se peut, que les enfants grandissent à la maison centrale, dans nos lieux de détention. Les pistes de réflexion sont dégagées, des propositions vont sortir de cette rencontre et des solutions seront trouvées à cette épineuse question. L'UNICEF, qui protège et garantit le droit des enfants, espère être un partenaire privilégié dans ce combat. Notre accompagnement va se faire à plusieurs niveaux. Un accompagnement, je dirais, de niveau politique, pour voir si nous avons les instruments juridiques en place pour arriver à mettre en place une justice juvénile qui permet à l'enfant d'éviter d'être en détention, mais qui bénéficiera d'une détention alternative. Des experts des deux départements vont travailler sur le préventif et sur le curatif. Le cas des détentions à longue durée ne sera pas oublié pour ne pas que les maisons carcérales soient un foyer éternel pour les enfants. Dans le volet justice, toujours bientôt la fin des travaux de rénovation et d'extension de la maison centrale de Conakry. Ce mardi, le ministre de la Justice, en compagnie de son cabinet, était sur le chantier. Le constat est plutôt satisfaisant. Il promet de mettre les bouchées doubles pour achever les travaux. Kierno Younoussaba. Le plus grand pénitencier du pays change progressivement de visage. Sur le chantier de la prison de Koronti, de nouveaux bâtiments ont déjà pris forme. L'extension de la maison centrale de Conakry va aider à améliorer les conditions de détention, car 800 nouvelles places seront créées. Mon constat est un constat de très haute satisfaction quant à l'évolution des travaux de la maison centrale de Conakry. Je constate un réel changement de physionomie de cette maison centrale. Je suis heureux de constater que les travaux qui sont en train d'être exécutés le sont dans les règles de l'art, en termes de sécurité et en termes de respect de calendrier. Sur le terrain, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vient toucher du doigt les réalités. Il évalue le niveau d'exécution des travaux. Yaya Kairaba Kaba entend mettre des bouchées doubles en vue de l'inauguration prochaine des lieux. J'ai constaté également, dans la réalisation de ces édifices, il y a de l'innovation qui a été apportée. Quand on parle de parloir pour le contact entre un détenu et son visiteur, en utilisant au besoin les combinés téléphoniques comme on les voit à travers les films, je dis qu'il y a de la modernité qui est en train de s'installer à la maison centrale. J'ai remarqué que les cellules sont carrelées, sont plafonnées. Et les cellules contiennent les lieux de toilettes. Il y a des colonnes de douche, il y a des toilettes avec les chaises anglaises. Tout ça me réconforte et franchement, j'ai le moral haut en quittant ici. Avec ces travaux d'envergure, la maison centrale de Conakry va connaître une nette amélioration en matière de détention, ce qui répond à la politique d'humanisation des prisons engagée par le gouvernement. À présent, ce communiqué de l'autorité de régulation des postes et télécommunications communiqué dans le cadre de sa mission visant à garantir le respect des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs des télécommunications et des postes. L'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT a procédé à une opération de contrôle révélant des activités commerciales et d'exploitation frauduleuse de terminaux Starlink permettant l'accès à Internet
via satellite. Il est important de rappeler qu'en République de Guinée, la fourniture des services d'accès à Internet aux utilisateurs est soumise à une autorisation préalable conformément aux dispositions des articles 48 et suivant la loi L 2015-18 AN du 13 août 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. En vertu des dispositions légales de la loi susvisée, s'expose à des poursuites pénales et à une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans et d'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs guinéens toute personne physique ou morale qui installe ou exploite un réseau indépendant de télécommunications sans autorisation ou maintient son exploitation après suspension ou retrait de la dite autorisation. Par conséquent, l'ARPT invite toutes les sociétés exploitant le réseau ou commercialisant les kits Starlink ainsi que les installateurs de cesser immédiatement toute activité liée à l'utilisation de Starlink sur toute l'étendue du territoire national. Tout individu ou entité contrevenant à cette mesure s'expose aux sanctions prévues par la loi L 2015-18 AN du 13 août 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée, signé la Direction Générale. Dans l'actualité encore, la salle de banquet du ministère de la Défense nationale a servi de cadre pour la tenue de l'atelier de formation sur le leadership du changement. La rencontre a regroupé différents chefs de service des départements de la Défense. Cette initiative du ministère de tutelle en synergie avec le cabinet SMS Consulting. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Cette rencontre d'échange et de partage regroupe les responsables des différentes directions et commandements opérationnels du ministère de la Défense nationale. Elle s'articule autour de la thématique « Le leadership du changement », un thème d'actualité dans la gestion socio-professionnelle. Pendant plusieurs jours, ces participants vont bénéficier des connaissances liées aux techniques managériales. Une formation assurée par le cabinet SMS Consulting en synergie avec la hiérarchie militaire. La maîtrise du leadership du changement aide en fait à fédérer tout le monde autour d'une vision commune d'un leader qui est suivi et respecté pour que chacun puisse donner le maximum de soi en vue de contribuer au résultat qui est attendu de leur organisation. Ce programme de formation devrait permettre aux participants de pratiquer avec aisance et efficacité les techniques de management au sein de leur administration. La formation nous a permis de savoir les 4 grands principes qui sont liés à un changement. C'est la priorité même du CNRD qui prône le changement partout. Ce séminaire-là vraiment est un adjuvant pour nous afin de mener à bien le programme que nous établissons. Et ça me permet de renforcer mes capacités parce que ça me permet dorénavant de bien planifier mes programmes dans le cadre de l'instruction et de la formation. En plus de l'entraînement au niveau de l'armée de terre. Ce renforcement de capacité traduit en actes concrets la volonté des autorités de la transition de booster le leadership au sein des forces armées guinéennes. Deuxième grand titre de cette édition, le Fonds social de la police, soucieux du bien-être de ses travailleurs, continue son offensive dans les hôpitaux du pays. Il est essentiellement question de signer en partenariat avec ces établissements sanitaires pour la prise en charge effective des agents de la police qui détiennent dorénavant des cartes de santé de police. Taban Silla, compte rendu. Plus que déterminé à promouvoir de meilleures conditions de prise en charge pour les travailleurs de la police nationale, le Fonds social de la police et de la protection civile rencontre l'administration de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. La démarche consiste à sceller un partenariat entre le fonds et l'hôpital pour un suivi et une prise en charge en faveur de tous les agents. Nous sommes la structure à vocation sociale et humanitaire chargée de la protection sociale des personnels de police et de la protection civile. C'est pourquoi nous sommes là. Au-delà de nos objectifs, de nos missions, au nombre des activités, il y a ce qu'on appelle des conventions de partenariat que nous aurons avec
plusieurs établissements sanitaires. On s'est dit qu'il faut quand même nécessairement commencer par les hôpitaux nationaux. Nous avons initié à mettre en place des cartes de santé. Et cette carte de santé prendra en compte toute information liée aux malades. Au Fonds social de la police et de la protection civile, l'accès aux soins de santé de qualité reste une préoccupation. Ce que nous comptons faire avec ce fonds, c'est la prise en charge effective de leurs patients à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne de Kipé. Cela ne fera que renforcer, n'est-ce pas, la santé au sein de cette communauté policière. Le CHI Donka et Yansdine, le service santé des armées et l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne sont des structures désormais positionnées pour un partenariat fécond avec le Fonds social de la police et de la protection civile pour une prise en charge effective des travailleurs de la police. Une action soumise au retrait de la carte de santé, désormais disponible. Dans la cité des agrumes, les sous-préfets de la région de Mamou renforcent leurs capacités au centre de formation et de perfectionnement des cadres élus de Sérédou. Cette formation leur permettra de maîtriser les textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'administration territoriale. Mohamed Koroma, Mamadou Paté-Baldé. Sur le mont Gangan, le village de Mangakindi. Dans cette ville capitale des agrumes, des sous-préfets de la région d'Omamou à l'école du centre de formation des cadres et élus de Sérédou, après ceux de Kindia. Objectif, maîtriser les textes réglementaires qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'administration territoriale. Ces textes définissent avec précision la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'administration déconcentrée. Aussi, le programme national de recensement à vocation d'état civil, communément appelé PNRAVEC, a été initié. La finalité de ce processus de réforme administrative vise à instaurer un environnement propice à un développement économique, social et culturel harmonieux qui induise l'implication et la participation des populations dans la gestion de leur circonscription territoriale. Animé par des spécialistes des questions de déconcentration, de décentralisation et le développement local, l'ambition du centre de Sérédou est de mettre à disposition les nouveaux textes de réforme élaborés par le département de tutelle sous l'égide du gouvernement de la transition. Aujourd'hui, les textes portant sur la charte de la déconcentration, qui n'existait pas, si je peux dire, si je me permets de le dire ainsi. Vous avez les textes de l'administration régionale, préfectorale et sous-préfectorale, qui du reste sont des textes qui autorisent les autorités détenteurs de l'État à l'intérieur, doivent être renforcés et appuyés. Je suis très content de participer à cette formation pour le renforcement des capacités des administrateurs territoriaux, parce que les thèmes qui sont débattus, c'est des thèmes qui me donnent de grandes informations par rapport à la gestion de ma sous-préfecture et de ma commune, parce que c'est le texte réglementaire de l'administration du territoire. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est engagé à la réactualisation de ces textes en vue de rendre l'administration territoriale très efficace. Les beaux textes sont rédigés, mais si l'appropriation n'est pas une réalité, c'est voué à l'échec. Et les administrateurs territoriaux doivent être imprégnés, formés comme des routiniers pour permettre non seulement de saisir rapidement les problèmes qui assaillent leur localité, mais d'en faire un outil de développement. À cette formation, ces nouveaux acteurs seront largement et suffisamment outillés quant à la maîtrise des voies et moyens favorables à la migration de l'administration de commandement vers celle de développement. À Farana, le projet SWAD et les ministères partenaires se lancent dans une vaste campagne de communication pour un changement comportemental. Cette campagne permettra la mise en œuvre de plusieurs activités, notamment les forats communautaires dans les 14 préfectures d'intervention du projet. Ibrahima Oulé Fofana et Silati Koroma pour en savoir plus. La réalisation de cette campagne vise à améliorer les conditions de vie des femmes afin d'atteindre leur autonomisation. Cette première étape est axée sur l'organisation des conférences religieuses avec les leaders religieux, chrétiens et musulmans. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers la Direction nationale Population et Développement,
vu l'importance et l'influence des leaders religieux dans nos communautés, pour la bonne marche et pour atteindre les objectifs du projet Suède, on a misé sur les leaders religieux. Cette campagne touchera les 14 préfectures d'intervention du projet et mettra à contribution plusieurs acteurs, les religieux, les associations de jeunes, les femmes modèles et les artistes. Dans cette mosquée, l'imam a rappelé certaines recommandations du prophète pour le respect des droits des femmes. Même réalité dans cette église protestante où les prêches ont porté sur l'autonomisation des femmes. Depuis bien avant le démarrage des combats pour l'autonomisation des femmes, le prophète a dit que celui qui prend soin de 2 filles ira dans le paradis. Pendant le même moment, le mariage forcé était interdit. On demandait toujours l'avis des jeunes filles avant de leur donner un mariage. Dieu se présente comme Dieu des orphelins et des veuves. Il a dit ça à Moïse, il a dit ça aussi à David que nous connaissons tous. Donc bref, si nous voyons aussi, quand Jésus était venu, Jésus a tellement privilégié les femmes, je peux dire que plus que les hommes. Pour le suivi de la mise en œuvre des activités de cette campagne, des comités locaux constitués des directeurs préfectoraux et les réseaux en population sont mis en place dans chaque préfecture. Ces séries de rencontres ne sont qu'un élément déclencheur de plusieurs activités autour de l'autonomisation des femmes, notamment les forats communautaires, exemple les causeries éducatives, la formation sur la masculinité positive ou encore la campagne mass média et les tournois interscolaires féminins. Nous poursuivons cette édition. L'AFS et le NDI sont à pied d'œuvre pour mener à bien le programme d'appui à la transition et aux processus électoraux en Guinée à travers l'accompagnement moral et financier de l'USAID. À Conakry, il s'accentue sur la conception des outils permettant de promouvoir l'éducation civique. Ce mécanisme va sans doute faciliter l'élaboration d'un document qui prendra en compte les préoccupations des citoyens à la base. Aboubacar Djabi, Fodé Camara. En Guinée, le programme d'appui à la transition et aux processus électoraux reste d'actualité à tous les niveaux. Financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ce programme est porté, entre autres, par NDI et AFS. Ces acteurs viennent d'activer une nouvelle phase du projet, axée sur la conception du matériel, des outils et messages d'éducation civique et électorale. La tenue de cette activité, c'est que nous devons nous préparer pour la mobilisation sociale et une campagne de communication, d'abord pour accompagner le recensement des électeurs à vocation administrative et d'état civil, parce qu'au terme de ce recensement, on aura quand même un fichier électoral qui servira de base pour l'organisation des futures élections. C'est un conclave qui regroupe plusieurs entités sociales issues de toutes les régions administratives du pays. Il faut que les messages soient clairs, il faut que ça soit captif, il faut que ça amène les citoyens à comprendre exactement à quoi ça sert les élections, qu'est-ce que le civisme, pour que puisse être cette transition puisse se faire dans la paix, dans la quiétude. À travers cette rencontre de partage d'expérience, il est aussi question de vulgariser des techniques portées sur la promotion de la citoyenneté et de la paix, surtout en cette période de transition. Chaque outil tient compte de la cible qui est en face. Et c'est pour que toute la Guinée soit touchée au même moment, et à travers, disons, une action concertée de l'ensemble des acteurs qui sont les organisations de la société civile, qui sont les organisations internationales, qui sont aussi les partenaires étatiques. C'est pour que ensemble nous puissions gagner ensemble et que la Guinée puisse gagner. Après ces 4 jours d'intenses travaux, chaque acteur sera en mesure de sensibiliser les citoyens de son quartier sur les démarches civiques à entreprendre pour préserver le tissu social.
Par ailleurs, le campus universitaire de la baie a reçu l'ensemble des secrétaires généraux des institutions supérieures publiques du pays autour de la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Cet atelier de 3 jours succède à bien d'autres organisés dans le Grand Conakry. Sona Sagno, Sarafdine Diallo. Le gouvernement et l'USAID, à travers le projet Notre Santé, investit dans le renforcement du système de santé local pour améliorer la qualité et l'accessibilité aux soins de santé de qualité. Cet atelier a réuni les cadres du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, le Service national de la promotion de la santé et autres acteurs autour du volet écuyer de la stratégie et leaders religieux contre le paludisme. Ces 3 jours de travaux vont permettre aux participants de comprendre les problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés, mais surtout de proposer une stratégie qui va impliquer et faire participer pleinement les enfants et les adolescents jeunes en situation de classe. Avec l'appui du projet USAID Notre Santé, qu'au sortir de cet atelier, nous puissions développer cette stratégie qui va permettre vraiment, tant au niveau primaire, au niveau du cycle primaire et au niveau du cycle secondaire, que nous puissions avoir des acteurs qui sont impliqués, engagés et qui font la promotion de la santé. Cet atelier a donné l'opportunité aux participants d'identifier les forces, les faiblesses et menaces pour trouver des solutions adaptées dans la lutte contre le paludisme et assurer un service de qualité à la santé maternelle et infantile. Nous, au ministère de l'Enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, nous entendons jouer un rôle assez important dans le cadre de cet atelier-là. Parce que ça va permettre non seulement de redéfinir la stratégie, de l'adapter au mieux pour que les enfants puissent s'approprier des notions, les véhiculer auprès de leurs camarades, mais également aussi les véhiculer aussi auprès de leur famille et de la communauté. Vous constaterez que le paludisme et surtout la santé maternelle et infantile sont beaucoup plus portés par les enfants et c'est là il faut une implication effective aussi des enseignants du ministère de l'Enseignement préuniversitaire. À terme, les propositions et recommandations issues de cette concertation pour la révision de la stratégie écolier contre le paludisme et pour la mise en œuvre de la stratégie intégrée de la promotion de la santé au niveau des écoles primaires et secondaires vont être salutaires à Conakry, Labé, Kindia et Boké. Vous l'avez compris, c'était donc un reportage sur la santé maternelle et infantile piloté par l'USAID. Disons que la cataracte constitue un véritable problème de santé publique. Non traité, les symptômes peuvent s'aggraver jusqu'à la perte de vue de la personne atteinte de la maladie. C'est en cela que la campagne de chirurgie gratuite se poursuit à Kindia pour renforcer la prise en charge des personnes affectées sur l'ensemble du territoire national. Le programme est porté par le ministère de la Santé à travers le programme national de la santé oculaire. Marwan Kamara, Fana Labaya Kamara. Après les préfectures du Fourikaria et Koya, la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte se poursuit dans la ville des Agrumes. Dans l'enceinte de l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia, plus de 400 patients souffrant de la cataracte ont bénéficié de cette opération. C'est un programme du ministère de la Santé et ses partenaires à travers le programme national de la santé oculaire en Guinée. La cécité est un problème majeur de santé publique et nous avons une pénurie en ressources humaines et les moyens matériels et financiers manquent, surtout pour les populations des zones rurales et les plus reculées de la capitale. C'est dans ce cadre-là que nous sommes sortis pour donner la chance aux aveugles qui n'ont pas les moyens de bénéficier gratuitement de la chirurgie de la cataracte. L'objectif général de l'ABID, c'est de servir les pays membres. C'est dans ce sens que l'ABID est en train d'appuyer la Guinée à travers des projets de développement dans ce programme de lutte contre la cécité évitable. La cataracte constitue un véritable problème de santé publique qui peut conduire à la cécité selon les spécialistes. Il y a eu 1500 consultants, 723 dépistés, 405 opérés.
C'est un ouf de soulagement pour la direction préfectorale de la santé. En ce sens, ces 405 qui ne pouvaient pas voir aujourd'hui auraient trouvé leur vue. Et vous savez, la première richesse d'une personne, c'est la vision. Financé par la Banque arabe pour le développement en Afrique et la Banque islamique de développement, le programme va se poursuivre dans les autres préfectures du pays et il va toucher plus de 4000 patients atteints de la cataracte. Et depuis l'incendie survenu au principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum en décembre 2023, la diaspora guinéenne ne cesse de faire parler son cœur à travers des actions magnanimes. Dans la matinée de ce mercredi, les Guinéens établis au Royaume-Uni manifestent leur solidarité aux sinistrés à travers un don de vivres. La suite avec Makemedonso. La diaspora guinéenne, mobilisée plus que jamais dans les affaires courantes de la mère patrie. Après l'Angola, la Gambie, la Belgique et la Côte d'Ivoire, les Guinéens établis au Royaume-Uni se manifestent pour les sinistrés de Kaloum. Ses compatriotes présentent un lot composé de vivres suite à une collecte volontaire. Les ressortissants guinéens de l'Angleterre ont fait des dons du riz, et nous avons de l'huile et aussi des spaghettis. Et nous sommes tous des Guinéens. Et quand il y a un problème, tous les Guinéens doivent se lever ensemble, se donner la main et faire quelque chose pour notre pays. Parce que la Guinée, c'est ce qui nous appartient à nous tous. La structure qui regroupe tous les Guinéens établis à l'étranger passe toujours par Anguche pour respecter les normes. L'équipe de Djemori Kouyaté fait de son mieux pour être plus proche de la population guinéenne. C'est volontaire. C'est une cagnotte qu'on a eu à faire au niveau de la communauté guinéenne. Ça nous a pris, disons, 2 à 3 semaines, le temps de contacter un bon nombre de Guinéens, de la communauté. Les gens ont répondu massivement, comme vous l'avez bien remarqué. Voici les vivres qu'on a eu à collecter. Il faut absolument qu'on se donne la main et pour que ce bureau ait beaucoup d'ampleur. Cette action humanitaire est pour les Guinéens établis au Royaume-Uni un devoir envers leur pays d'origine. Une nouvelle ère de collaboration saluée par l'ensemble des représentations diplomatiques de Guinée à l'étranger. Pour finir, le monde fait partie des 5 piliers de l'islam. La Fondation Tidiane Koïta, depuis le début du mois saint de Ramadan, distribue des vivres aux plus démunis. Ses émissaires, après avoir sillonné plusieurs préfectures et sous-préfectures de la Guinée, étaient à Kerouane et Banankoro pour le même motif. Un plan de partage apprécié par les bénéficiaires. Djamokaba. Sanankoro dans la ferveur d'une journée solidaire. Toutes les couches sociales sont mobilisées pour accueillir un geste humanitaire en ce mois de pénitence. Les sacs de riz de la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement sont partagés pour soulager les musulmans. Tout le monde est sorti pour apprécier les dons de Tidiane Koïta. Ça fait la 2e fois dans notre préfecture où Tidiane Koïta fait des dons à Kerouane et à Banankoro. Nous sommes largement satisfaits pour son apport pour le mois de Ramadan. Les bénéficiaires sont contents. C'est un acte vraiment salutaire qui redonne le sourire aux nécessités. Notre imam a aussi formulé des bénédictions pour le progrès de la Fotikade. À Banankoro, cité diamantifère, cette action sociale ne laisse pas les populations indifférentes. Un citoyen et un sac de riz, le plan de sauvetage de la fondation est initié pour alléger certaines dépenses pendant le Ramadan. J'ai reçu aussi ma part, un sacrifice bienvenu pendant ce mois de pardon. Dans la savane guinéenne, la campagne de distribution a déjà touché les villes de Sigiri, Mandjana et Kouroussa. Après Kerouane et Banankoro, la ville de Kankan se prépare pour le grand partage de vivres. Une stratégie renouvelée pour faire des heureux au sein des ménages en cette période de pénitence. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir.